dans En Mythe en tête, votre podcast Made in Guyane. Dans cet épisode, je reçois Ingrid. Elle va nous faire découvrir une passion qu'elle affectionne depuis sa jeunesse. Bonjour Ingrid. Bonjour Fabienne. Tu vas bien? Ça va bien, merci. D'accord. Merci de participer à ce podcast et de nous laisser entrer dans ton univers de passionné. Alors, quelle est cette activité qui te tient tant à cœur depuis toute jeune? Alors, depuis maintenant une trentaine d'années, alors j'ai une passion pour le cinéma. Alors, je peux modestement dire que je suis une cinéphile parce que vraiment, c'est une passion qui m'anime bien depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ouais, je pourrais dire 94, donc oui, 30 ans. Oui. D'accord. Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé toute jeune, un petit peu par les parents, un petit peu par ma mère, qui elle-même, quand elle était étudiante, aimait beaucoup le cinéma. Alors, elle aime beaucoup le cinéma des années 70, les cinémas français avec Romy Schneider, Michel Piccoli, voilà, c'est ce cinéma-là. Et naturellement, dans mon enfance, on allait pas mal au cinéma. C'est-à-dire ma petite enfance, je l'ai passée en Guadeloupe. On allait régulièrement au cinéma. Mais au-delà de ça, lorsqu'on est arrivé en Guyane, au milieu des années 80, on habitait à Sinamari. Soit on allait, à l'époque, il y avait un cinéma à Sinamari, près du fleuve. Et donc, soit on allait dans ce cinéma-là régulièrement, soit on allait au cinéma de Kourou, qui était l'Urania. Et donc régulièrement, on se faisait des séances de cinéma. Alors, entre-temps aussi, il y a eu l'avènement des vidéoclubs. Enfin, on a eu plus tard un magnétoscope. Et là, pareil, toujours animé de cette passion de découvrir des nouveaux films ou de se revoir des films qu'on avait bien aimés. Et ben, on louait des films au vidéoclub de Kourou. D'accord. Donc voilà, toujours animé de cette passion qui était au départ quelque chose de familial. D'accord, oui. Donc tu es devenue cinéphile grâce à maman. Oui, au départ grâce à ma mère. D'accord, mais comment on fait à quel âge ça a commencé déjà? Alors là où j'ai bien ancré ma cinéphilie, c'est, je pourrais dire, en 94, quand j'ai commencé à acheter les magazines Première. D'accord. Donc, au départ, j'allais à la bibliothèque Franconie pour pouvoir les consulter. Okay. Et je passais des matinées, des mercredis à les consulter. Après, je me suis dit, chaque mois, je les achèterais. Et je me rappelle parce que c'était une des couvertures, c'était en novembre 94, c'était la sortie de Pulp Fiction. Oh. Et j'avais acheté mon premier numéro de Première à l'occasion de cette sortie-là. Et chaque mois, alors paradoxalement, je ne m'y suis jamais abonnée, mais chaque mois, j'achetais le magazine et j'épluchais toutes les critiques de films, je les épluchais, je les lisais, je regardais toutes les sorties, j'attendais que les films puissent passer à l'Eldorado. Malheureusement, tous les films ne passaient pas à l'Eldorado. Je regardais le nombre de copies. Je savais que quand le film avait plus de 150 copies, il y avait de grandes chances qu'il passe à l'Eldo. Mais quand le film avait moins de 100 copies, je savais que il fallait que je patiente. Tu es devenue experte. Oui, tout à fait. Et donc, cet achat régulier du magazine Première, ça a perduré jusqu'en 2004. Pendant 10 ans, j'ai acheté, d'ailleurs, ma mère a des cartons entiers de ces magazines-là que j'ai stockés, que j'ai gardés. Oui. Donc voilà, des fois elle me dit, il faut que tu récupères tes cartons parce que ça m'encombre un peu. Donc voilà, mais c'est vraiment ce point de départ-là. D'accord. Et comment on entretient une telle passion en étant en Guyane, si loin de cet univers cinématographique? Est-ce que tu avais des amis avec toi qui partageaient cette passion? Comment tu l'entretenais? Alors, franchement, ma cinéphilie, je l'ai beaucoup vécue seule. Parce que j'aime beaucoup aller au cinéma toute seule. Alors, c'est quelque chose que peu de gens comprennent. Certaines personnes voient cette situation un petit peu comme une solitude. Moi, je le vois comme un vrai confort. Parce que j'avoue que pour moi, c'est un petit peu angoissant de dire à quelqu'un, viens, on va voir ce film-là.
et que la personne n'apprécie pas le film. Surtout que j'ai des goûts relativement particuliers. J'ai des goûts particuliers, j'ai certaines exigences. Je préfère aller voir les films en VO, souvent. J'ai des goûts assez singuliers. Donc, souvent, par confort, j'y vais seule. Donc, déjà, depuis très jeune, j'allais au cinéma toute seule. Donc, l'univers de la salle, je l'ai peu partagé. Alors, c'est pas que je ne vais jamais au cinéma avec des amis, hein, j'y vais de temps en temps. Mais au départ, c'était seul. Ensuite, effectivement, j'ai rencontré des amis qui eux-mêmes aimaient le cinéma, avec lesquels on partageait des goûts. Certains m'apprenaient des choses, moi je leur apprenais d'autres choses. On avait certaines références qu'on se partageait. On avait certains goûts qu'on se partageait ou que l'un apprenait à l'autre, comme je disais. Et donc, dans ce sens-là, ouais, c'était plutôt intéressant. Mais rétrospectivement, je peux dire que ça a été vraiment une passion qui est née un petit peu dans la solitude. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie aussi de travailler dans ce milieu-là? Alors, que tu te projetais dans ce milieu? Quand je suis partie faire mes études, dans un premier temps à Toulouse, j'y pensais, mais de manière assez vague. Alors, il y avait une licence art du spectacle, enfin à l'époque c'était deux licences, art du spectacle, mention études cinématographiques. J'y ai pensé, mais de manière assez vague. Et finalement, on peut dire que je me suis un peu, entre guillemets, dégonflée. J'avoue que je ne voyais pas quelles étaient les perspectives. Les perspectives dans la technique du cinéma ne m'intéressaient pas plus que ça, c'est-à-dire devenir scénariste, réalisatrice ou travailler dans la technique du cinéma, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En revanche, l'idée d'être une journaliste cinéma, oui, ça m'animait. Donc, c'était peut-être plus le journalisme que les études de cinéma. Mais en regardant en arrière, j'ai peut-être une petite nostalgie, un petit regret, c'est de ne pas avoir le bagage académique que certains ont sur les connaissances sur l'histoire du cinéma. D'accord. Donc, moi, je les ai forgés en regardant des films, voilà. Mais bon, lorsque on fait les études de cinéma, mais même depuis le lycée, je vois qu'il y a des options cinéma dans certains lycées, que ce soit à Balata ou que ce soit à Lama Prévost. Les enfants ont déjà un premier bagage que je n'ai pas eu. Bon, à l'époque où j'étais au lycée, il n'y avait pas encore ces options-là. Donc voilà. Mais est-ce que tu penses que le fait que tu ne te sois pas lancé dans une carrière dans le milieu cinématographique, que ce soit dans la technique ou autre, même dans le journalisme de cinéma, est-ce que c'est parce que peut-être, venant de ce pays, la Guyane, où il n'y a pas tout à proximité, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver, ou ça dépasse tout ça? Non, je pense pas. Non, je me suis pas mis. Alors, c'est pas par rapport au territoire où j'ai grandi qu'il y avait une pensée limitante. C'était vraiment personnel, cette pensée limitante. Et d'ailleurs, je suis certains réalisateurs et réalisatrices guyanais qui font un bon bout de chemin, que ce soit Marvignan, Marie-Sandrine Bakoun, Marc Barra et d'autres. Et je m'intéresse à leur travail. C'est vraiment qu'ils font des choses intéressantes, des choses qui me plaisent. Voilà, je m'intéresse à leur travail. Non, c'est vraiment personnellement que je me disais que je n'avais pas la technicité. La technicité de l'analyse, oui, mais le savoir-faire, je pensais pas l'avoir et je me disais, je ne sais pas si vraiment ça m'intéressait de me lancer vers le savoir-faire. D'accord. Oui. Donc tu as gardé cette passion dans ton petit cocon familial. Oui, dans le cocon familial. Alors, c'est une passion qui a eu plusieurs étapes. Donc là, je parlais de justement des magazines premières que j'ai épluchés pendant 10 ans.
Et il y a eu une autre étape, c'est quand je suis partie faire des études. C'est-à-dire que là, quand je suis partie faire des études dans un premier temps à Toulouse, là s'ouvrait à moi un univers où je pouvais accéder à des grands complexes cinématographiques, des multiplexes, que ce soit l'UGC, le Gaumont, ou même des petites salles d'art et d'essai, l'ABC, le Cratère. Et là, je pouvais regarder tous les films que je voulais et j'étais remplie de films. Et donc, au bout de quelques années, au tout début de l'année 2000, ils ont mis en place, le UGC a mis en place la carte à illimité. D'accord. Et je pense que j'ai été une des toutes premières parce que quand j'ai pris mon abonnement, le ministère de la Culture était encore en train de se poser la question si c'était pertinent de mettre en place un abonnement pour le cinéma. Et ils étaient en train de se demander s'ils n'allaient pas l'annuler. Et je pense trop tard pour toi. Et je l'avais déjà acheté. À l'époque, c'était 108 francs par mois, l'abonnement. Okay. Et parce que je voulais me remplir de cinéma. Après, je suis allée sur Paris et pareil, j'avais cette envie de voir tous les films. En tout cas, quand je dis tous les films qui me plaisaient. Parce que j'avoue qu'il y a certains films pour lesquels j'ai un petit peu moins de goût. D'accord. Donc, tous les films qui me plaisaient et d'ouvrir mon champ par rapport à déjà ce qui me plaisait et par exemple quand il y avait un réalisateur qui me plaisait bien, d'essayer de voir toute sa filmographie. Quand il y a un genre qui me plaît bien, d'essayer de voir plein de films du même genre. Donc voilà. Et quel type de film te plaît le plus? Quel type de réalisateur te plaît le plus? Alors, les types de films... Je vais peut-être prendre la question à l'envers. Il y a des types de films que je n'arrive pas à voir. Alors, à commencer le cinéma d'horreur. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est Scream, physique. C'est pas pour toi. Non. Alors, Scream, c'est un slasher movie. Donc, oui. c'est les films où il y a un tueur en série qui vient avec un couteau. Ça, c'est un film d'angoisse, ça peut aller. Mais les films genre Saw, les films vraiment ce qu'on appelle le horror porn, où il y a beaucoup de... Non, ça, c'est vraiment pas mon truc. Juste pour le plaisir de tuer. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est pas mon truc. L'autre genre que je n'aime pas, c'est le cinéma, les films de guerre. Alors, quand il y a un parti pris esthétique ou quand il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, par exemple, il y a un film qui s'appelle 1917 de Sam Mendes, si je ne me trompe pas, qui est réalisé uniquement en plan séquence. Et j'aime beaucoup ce système-là du plan séquence. D'accord. Donc là, ce film-là, ça m'intéressait de le voir. Mais le film de guerre en lui-même, genre Apocalypse Now, des films où il y a vraiment la guerre, Rambo, etc., c'est pas mon truc non plus. C'est pas mon truc. Mais je dis, s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans je vais faire quand même un effort. Oui. D'accord. Donc voilà. Après, mes réalisateurs préférés, alors comme je te l'évoquais tout à l'heure, un des premiers numéros que j'ai acheté, c'était pour la sortie de Pulp Fiction. Donc j'aime beaucoup Quentin Tarantino, ce qu'il propose. Donc malheureusement, le monsieur a dit qu'il allait s'arrêter à 10 films. Donc là, il va bientôt faire son dernier film. J'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup son univers. Je sais qu'il fait pas toujours l'unanimité, mais moi je suis une fan intégrale. Donc voilà. Et dans un autre genre, peut-être un peu plus académique, j'aime bien Christopher Nolan. D'accord. J'aime bien tout ce que... Bon, des fois, il y a un petit côté un peu pété-tête, il faut se remuer un peu les méninges pour comprendre certaines choses qu'il propose. Mais j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses premiers films, j'aime ce qu'il propose. Ouais. D'accord. Donc, je comprends que ta passion est tournée vers plutôt le cinéma. Est-ce que les séries à la télé aussi attirent un peu ton attention, ton intérêt? Alors, oui, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Oui. Donc du coup, moi j'ai l'impression d'être comme dans un... Par exemple, je suis abonnée à beaucoup de plateformes. Beaucoup, peut-être beaucoup trop parce que je ne les regarde pas tant que ça. Et des fois, je passe
passe des heures à scroller pour savoir ce que je vais regarder plutôt que de regarder une série. Alors, bien entendu, il y a des séries que j'aime bien. Par exemple, j'avais pris Netflix pour regarder The Crown. Ok. Je m'étais abonnée pour ça, Oui. en 2017. Mais je n'arrive pas autant à consommer les séries que je voudrais ou autant à consommer que les films. Alors, j'aime bien le format de la mini-série. C'est-à-dire en 6 à 8 épisodes, ça a un début, ça a une fin. C'est comme si c'était un grand film de 6 heures, de 8 heures. J'aime bien le format. Mais être abonné sur plusieurs années à plusieurs saisons, etc., j'avoue que pas autant que certaines personnes. Il y a une satisfaction qui manque parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Oui, voilà. On n'arrive pas à connaître la fin. Et puis, c'est le fait de, souvent, les premières saisons sont extrêmement bien travaillées. Exactement. Et puis, comme la première saison a eu du succès, etc., donc on veut faire les saisons suivantes. Et scénaristiquement, elles sont beaucoup moins travaillées et on est déçus. Ouais. Donc, je dis souvent, bon, autant faire seulement une saison ou 2 saisons, pas plus, mais souvent, on veut tirer sur la longueur. Là, j'entendais que, par exemple, on est à la 19e saison de Grey's Anatomy. Moi, je veux dire, qu'est-ce que... Ouais, et ça continue encore. Oui, j'avais lâché il y a longtemps. Oui. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à raconter au bout de 19 saisons? Surtout que, bon, c'est une série plutôt feuilletonnante. Là où il y a des séries, par exemple, comme Law & Order, la New York Unité Spéciale, etc., où il y a 25-26 saisons, mais c'est des saisons où, voilà, c'est des formules à chaud, où il y a à la fin de l'épisode, l'intrigue est scellée. Donc, voilà. Mais, non, en fait, les séries, je les regarde pas autant que certaines personnes qui sont... calé dessus. Ouais. Donc c'est plutôt le cinéma. Oui, c'est plutôt le cinéma. Alors maintenant, avec d'autres supports, des supports autres que la salle, hein, j'aime beaucoup encore aller à la salle, j'aime bien aller à Agora, j'aime bien aller à Eldo. Mais le fait d'avoir Canal+, d'avoir des plateformes me permet aussi d'avoir un large panel. C'est-à-dire que, bon, quand effectivement il y a encore cette petite frustration qui fait qu'on ne sort pas dans les salles en Guyane ce que je veux, ben j'attends, je patiente. J'attends que ça passe à la télévision. Mais je trouve qu'en Guyane, on a quand même un bon choix. Oui. Le fait d'avoir les 2 cinémas, un cinéma d'art et d'essai, qu'est Eldorado, et un cinéma un petit peu plus mainstream, blockbuster, qu'est Agora, je trouve que ce sont 2 propositions qui se complètent largement, qui se complètent bien. Ils se complètent bien et je pense même à l'échelle de notre territoire, il y a certaines villes voilà, qui ont pas mal d'offres de services, mais qui en termes de cinéma n'ont pas forcément l'offre que l'on a. C'est que le littoral qui peut proposer ça. Oui, quand après, on va dans l'ouest, il n'y a voilà, pas grand choix. Voilà, c'est voilà. À une époque, j'étais enseignante à Saint-Laurent, il y avait le Toucan. Il y avait le Toucan, mais bon, je sais qu'il a fermé, je ne sais pas dans quelle mesure il va réouvrir. Donc, voilà. Comme je disais, quand j'étais petite, donc dans les années 80, il y avait un cinéma à Sinnamary, voilà. Mais c'est vrai, cette offre-là, oui, c'est plus ou moins pour l'île de Cayenne. Je sais qu'il y avait l'Urania, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Urania à Kourou, hein, je ne sais pas, mais bon, on me disait que ça vivotait. Ça, voilà. Donc, voilà. Mais ce qui m'amène justement à l'idée de créer des fois ses propres offres. Et ça m'amène au fait où justement, quand j'étais à Saint-Georges, dans les années 2000, vers 2004-2005, avec des collègues et amis, on avait créé un petit ciné-club. D'accord. On avait créé un petit ciné-club et chaque dimanche, on proposait aux enfants, le public c'était au départ les enfants parce que c'est les enfants qui sont meilleurs publics et puis un petit volet éducatif. Hein, et on proposait une séance de cinéma tous les dimanches. Donc voilà, et on s'était même un petit peu promené parce qu'on a délocalisé quelques séances à Tampac et à Wanari.
D'accord. Donc, c'était vraiment des moments enrichissants. C'était vraiment des bons moments. Quel a été l'accueil des enfants Ils étaient toujours contents. Oui. Ils étaient toujours contents. Franchement, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Alors, moi, j'aimais bien y mettre un petit volet, vraiment, que ce soit vraiment un ciné-club. C'est-à-dire que faire une présentation du film et pouvoir ensuite, par la suite, discuter du film. D'autres étaient un petit peu moins d'accord sur cette orientation-là. Donc, du coup, globalement, on était sur la projection de film. D'accord. Sur la projection de film, mais c'est vraiment une belle expérience qu'on a eue. Est-ce que tu as trouvé là-bas des enfants qui auraient pu avoir cette même passion que toi? Suite à la projection dans le ciné-club, est-ce que tu as des enfants qui sont venus à toi en te disant « Oui, j'aime beaucoup les films » et qui t'ont posé plus de questions, par exemple? Est-ce que tu as vu des mini Ingrid? Des mini Ingrid. Alors, c'est-à-dire que j'en ai vu quelques-uns, effectivement, quand j'étais à Saint-Georges, mais j'en rencontre aussi quelques-uns à l'école, où je suis enseignante. Alors là, actuellement, notre école est dans le dispositif école et cinéma. Et souvent, on suit la programmation justement de ces dispositifs qui offrent des séances de production un petit peu qui sortent des sentiers battus. Oui. Donc là, par exemple, le 8 mars, on est allé voir Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot. Donc un film en noir et blanc où il y a très peu de dialogue, qui est plutôt tourné vers le burlesque, du cinéma français. Et globalement, il y a quelques élèves qui ont bien aimé, qui ont, ce sont des élèves de quel âge à peu près? De CM1. De CM1, oui, d'accord. Oui. Et ça leur a... Oui, ils ont bien aimé. Alors, bon, il y en a certains qui sont un petit peu déçus parce que, voilà... Parce que c'est noir et blanc, parce qu'ils ne parlent pas assez, il n'y a pas d'action. Oui, voilà, il manque un peu d'action, mais certains sont intéressés par l'idée de voir d'autres styles de films que ce qu'ils ont l'habitude de voir, généralement des films de super-héros, etc. Donc, si régulièrement, durant ma carrière, j'ai vu des élèves qui étaient intéressés par le cinéma. Par le cinéma. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que donc, à l'époque où je travaillais à Saint-Laurent, j'étais beaucoup focalisée, alors même un peu avant, sur le cinéma indien. Alors j'étais rédactrice dans un site internet français, enfin c'était le site principal français consacré au cinéma indien, Fantastic India. Et ma sonnerie de portable, qui est toujours la même, avait la bande originale d'un film c'est un film que j'aime beaucoup, un film indien que j'aime beaucoup. Et il y avait un des élèves qui m'a dit « Mais maîtresse, tu as la sonnerie de tel film avec tel acteur !» J'ai sursauté parce que je pensais... alors, le cinéma indien, il y a beaucoup de clichés qui véhiculent sur le cinéma. Il faut vraiment avoir une certaine ouverture d'esprit pour s'ouvrir au cinéma indien, parce qu'il est jalonné d'idées reçues par rapport aux histoires, par rapport au jeu des acteurs, par rapport au fait qu'il soit très musical. Donc, voilà. Et je dis cinéma indien, je ne dis pas Bollywood, parce qu'il y a plein de cinémas, il y a autant de cinémas que de régions en Inde. Et donc... voir un enfant qui rentrait dans cette niche, parce que là aussi, à part un ou deux amis, j'étais très seule à être dans cette voie, à me glisser dans cette voie du cinéma indien où on me disait « Mais bon, tu regardes ce genre de film, non, Ingrid, franchement », et tout ça. Je partageais avec peu de personnes, mais avec quelques amis quand même, Et j'avoue que ça m'avait fait chaud au cœur d'entendre cet élève-là. Donc, ouais. Mais c'est intéressant. Moi non plus, je ne connaissais pas très bien le cinéma indien. Pour moi, le cinéma indien, c'est Bollywood, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est une histoire d'amour. Peux-tu nous en dire plus? Pour qu'on puisse au moins connaître un peu
Alors, Notre cinéma indien. le cinéma indien que l'on voit, alors j'ai commencé comment? C'est-à-dire qu'en 2001, j'avais fait par rapport, alors je reviens, je fais un long. En 2001, j'avais participé à un concours du Centre régional d'information jeunesse de la Guyane pour pouvoir participer pour aller au Festival de Cannes. D'accord. Donc, il fallait rédiger 3 ou 4 critiques de films et l'envoyer au CRIJ. C'était pour les 18-25 ans. Et donc, j'avais été reçue à ce concours-là et j'avais pu aller au Festival de Cannes, à l'édition, au 54e Festival de Cannes en 2001. Et donc, j'avais vu plein de films, c'était vraiment génial, c'était super. Et donc, du coup, l'année suivante, j'ai un petit peu suivi le palmarès. Et l'année suivante, qui est sorti hors compétition, était dans le palmarès hors compétition, le film Devdas. Et j'ai regardé ce film-là et j'ai été éblouie par le film, éblouie. Et c'est effectivement une histoire d'amour contrarié, c'est extrêmement flamboyant, c'est très exacerbé, ça scintille de mille feux, voilà, et il y a beaucoup de danse et de chant. Mais le cinéma indien ne se résume pas à ça. Alors, c'est la grande vitrine, hein. C'est ce qui marche le plus. Mais on peut rencontrer des films un petit peu plus confidentiels ou un peu plus en accord avec le style occidental, entre guillemets. D'accord. Par exemple, il y a un réalisateur indien des années 50, hein, Satyajit Ray, qu'aiment beaucoup les grands cinéphiles français ou occidentaux. Qui faisait beaucoup de films néo-réalistes, très, voilà, comme aime un petit peu, style nouvelle vague, enfin très épuré, très intimiste, comme c'est apprécié en France ou en Occident. Les films qu'on appelle les films NRI, c'est-à-dire d'Indiens qui sont expatriés, là aussi, c'est une bonne entrée vers le cinéma indien. Des films comme des films de Mira Nair, Le mariage des moussons, des films Jula comme Beckham, c'est-à-dire des réalisatrices ou réalisateurs qui sont d'origine indienne, mais qui sont expatriés, soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et là, c'est une belle entrée. Mais à l'intérieur même du cinéma du sous-continent indien, en Inde même, il y a aussi tout type de films, c'est-à-dire des films intimistes, des films d'action, des films d'horreur, des films sociaux. Par exemple, récemment, j'avais vu un film où un villageois se battait contre la précarité menstruelle. La précarité, les femmes de son village n'avaient pas de protection hygiénique. Donc, il essayait de trouver un moyen pour fabriquer. Donc, les femmes utilisaient des vieux tissus qui pouvaient leur donner des maladies et tout ça. Donc, il a cherché, il mettait tout en œuvre pour chercher une solution pour fabriquer des serviettes périodiques. D'accord. Donc, le film s'appelle Padman. Je pense qu'il est disponible sur les plateformes, c'est à chercher. D'accord. Et voilà, c'est un film social. Et c'est un film indien avec un grand nom du cinéma indien. Et voilà, donc ça balaye tout type de sujet. D'accord. Donc voilà, ceci dit, le film, alors peut-être de moins en moins, dans les années 2010-2020, de moins en moins, mais les grandes sagas amoureuses, etc., c'est la vitrine que l'on a au départ de ce cinéma, mais on peut voir tout type de films. D'accord. Quelle plateforme tu conseilles pour regarder ce type de film indien ? Alors, au départ, j'aurais dit Prime Video. Oui, d'accord. J'aurais dit Prime... Oui. Mais le souci avec Prime Video, c'est que des fois, ils sont uniquement sous-titrés. Et des fois encore pire, sous-titré qu'en anglais. Donc ça, c'est le... Après, il y en a quand même pas mal sur Netflix. Et là, sur Netflix, c'est un petit peu plus de confort. Alors bon, j'ai peu l'occasion de les voir doublés en français, mais je sais qu'il y a les sous-titrages en français. D'accord. Donc voilà.
Donc voilà pour le volet du cinéma indien. C'est intéressant que tu nous Ouais. racontes ça parce que tu disais tout à l'heure que tu as gardé cette passion du cinéma dans ton univers familial. Et là, j'apprends que tu es partie à Cannes quand même. Oui, Tu oui, es oui. partie à Cannes, donc Oui, tu ne l'as oui. pas gardé quand même pour toi. Oui, oui, oui. Mais c'est très intéressant. Ouais. Comment a été cette expérience à Cannes? Tu as dit que tu as regardé beaucoup de films. Mais magnifique. Mais j'ai compris en fait que c'était vraiment une expérience dédiée à des cinéphiles convaincus. Oui. C'est-à-dire que si j'y étais allée pour les paillettes, j'aurais été déçue. J'aurais été déçue parce que on avait un rythme d'enfer. C'est-à-dire que on était dans une petite auberge de jeunesse pas très loin, à Cannes-la-Boca. Et les premières projections, c'était des projections de presse à 9h du matin. Donc on devait prendre le bus depuis 7h du matin pour aller jusqu'à Cannes à la Croisette pour la première projection de presse. Et comme c'est une projection de presse, il y a tous les journalistes du monde qui sont là. Donc il reste que les marches du cinéma, que les marches, oui, voilà, pour pouvoir s'installer. Il n'y a plus de fauteuil. Donc du coup, on regardait les projections du matin sur les marches. Donc voilà. Ça être passionné. Voilà. Et toute la journée, on pouvait voir des films. Et le soir, c'est-à-dire soit à 19h, soit à 21h, il y avait la montée des marches. Donc la montée des marches, il fallait être en habit, en tenue de soirée, en smoking, mais vraiment obligatoire. Hein. Smoking obligatoire pour les hommes, tenue de soirée obligatoire pour les femmes. Et il y avait des gendarmes. Alors, quand les gendarmes étaient là, des gendarmes, comme pour faire la sécurité, les gendarmes étaient en tenue de gala. Les gendarmes sont obligés d'être en tenue de gala. Tous les gens qui sont là, par exemple pour la sécurité, tout ça, sont obligés. Alors s'ils sont militaires comme les gendarmes, ils sont en tenue de gala. S'ils sont dans la sécurité, ils sont obligés d'être en smoking. Donc ça, c'était le petit côté impressionnant. Donc on montait les marches en premier, enfin les personnes lambda montaient les marches en premier. Et puis à la toute fin de la montée des marches, peu de temps avant le début de la projection, eh ben, il y a l'équipe du film, enfin les gens connus qui montent les marches et qui vont s'asseoir. Alors la salle à l'époque, c'était la salle Louis Lumière. Moi, c'est la plus grande salle de cinéma que j'ai vue. C'est la plus grande salle de cinéma que j'ai vue. Alors bien sûr avec le parterre, le balcon, etc. Et c'était vraiment impressionnant. Alors bien sûr, les grandes stars, tout ça, elles étaient sur le parterre à l'avant. On les voyait pas beaucoup parce que nous, on était au balcon. Mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et ce qui était drôle à Cannes, c'est que quel que soit le film, il y avait toujours des gens qui criaient « Magnifique, c'est bravo, bravo, magnifique !» Et il y a toujours à côté des gens qui crient « Ouh, c'est un scandale, remboursé !» Alors que c'est gratuit, hein. « Ouh, ah non, plus jamais ça !» et tout. Mais il y a toujours cette ambivalence. C'est jamais tout le monde a applaudi poliment. C'est soit il y a une partie, tout le monde a beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, il y a une autre partie où c'est un scandale et tout, quel que soit le film. Et là, c'était, en sélection officielle. Après, il y a les petites sélections parallèles, Semaine de la critique, Quinzaine des réalisateurs, tout ça, qui étaient un petit peu plus ouvertes à plus de monde. Oui. Et là, c'était plus facile d'y accéder. Donc, avec l'accréditation, on pouvait y aller sans le grand protocole de la montée des marches. D'accord. Donc voilà. Donc ça a été très intense pendant une semaine, très intense. Et donc chacun représentait une région. Et donc je représentais la Guyane. Et non, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça t'a gâté. Oui. J'avoue que c'était, ouais. Je me suis toujours dit, j'y retournerai un jour. Et puis bon, le temps a passé. Le métier fait que le mois de mai, je ne peux pas trop quitter ce que je fais. Donc, mais voilà, une belle expérience. Et comment on entretient maintenant cette passion du cinéma? Comment tu l'entretiens aujourd'hui? Par l'écriture. Par l'écriture. Alors, souvent, je saoule, entre guillemets, un peu mes contacts. Mes contacts sur WhatsApp, parce que j'ai une espèce de petite manie, en fait, que j'avais un petit peu abandonnée et que je reprends un peu depuis quelque temps,
c'est que dès que je vois un film qui a un petit peu résonné en moi, eh ben, je mets l'image de l'affiche, je mets l'affiche du film et je fais une petite review sur le film. C'est vrai. Voilà. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Alors, tu es journaliste alors? Oh non, c'est pas, non, voilà, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'ai ce besoin d'écrire. D'accord. Et bizarrement, j'arrive mieux à formuler mon avis sur un film à l'écrit qu'à l'oral. Elle me dit, ah mais Ingrid, alors ce film-là, tu l'as aimé? Bon, je vais dire oui, j'ai aimé, non, j'ai pas aimé, mais j'ai du mal à argumenter à l'oral, alors que à l'écrit, je vais plus facilement argumenter. Par exemple, là, il y avait un film qui est sorti avec Kelly Rowland. Je veux bien ton avis sur ce film, parce que j'ai entendu des reviews sur ce film, et je ne l'ai pas encore regardé. Je me demande, est-ce que ça vaut la peine que je le regarde? J'écoute l'experte. Alors, pour te faire ton avis, oui, c'est toujours intéressant de voir un film pour se faire son propre avis. Mais je te dis clairement que tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps parce qu'il n'y a aucun scénario. Oh oui. C'est extrêmement mal joué. D'accord. Alors, moi, je sauve Kelly Rowland parce que, bon, je l'aime en dehors du rôle. Hein, j'aime beaucoup en tant que chanteuse et je l'ai vue dans quelques films. Je l'aime beaucoup. Elle a une aura sympathique, voilà. Donc, je la sauve d'une manière, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas son métier. Oui, c'est pas son premier métier. Mais moi, je suis en colère contre le réalisateur Tyler Perry. C'est un réalisateur-producteur qui est milliardaire, qui a bâti son empire sur des productions consacrées aux Afro-Américains, mais qui est dans une paresse intellectuelle et scénaristique là qui me met en colère. Parce que le film, il y a rien. Il y a rien dans le film. C'est de l'invraisemblance. Et puis, il y a un mauvais jeu. Oui. Il y a un mauvais jeu. Donc, j'ai l'impression qu'on se moque des gens. Et je pense que c'est pas parce qu'on est sur Netflix. Alors, généralement, les grands producteurs, Netflix leur donne un espèce d'énorme chèque. Oui. Et on leur dit, sur plusieurs années, vous pouvez produire tel ou tel nombre de productions. Mais je dis, même si on te donne un chèque en blanc, fais quelque chose et du respect pour le spectateur. C'est ça. Qui même s'il ne prend pas son ticket, mais il paye son abonnement. Et là, il n'y a pas de respect. Mais surtout, on récompense qu'à toi, ta réputation, tu fais quelque chose de qualité quand même. Parce que oui, moi j'aime beaucoup Tyler Perry, j'aime beaucoup ses films. Je suis habituée à voir des films où il y a quelque chose, il y a du contenu dedans. Mais là, c'est vraiment une coquille vide. D'accord. C'est vraiment une coquille vide et moi... Et pourtant, je suis bon public, c'est-à-dire que le film peut être léger, le film peut être... alors, ça se veut un thriller sulfureux, moi, je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci. Mais une petite consistance. Oui. Moi, la consistance, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Et franchement, au niveau du jeu, non, il y a un mauvais jeu. Donc là, j'ai été en colère et je l'ai mis sur mon statut. J'ai mis que, bon, voilà, c'était pas ça. Donc voilà. Donc pour revenir à l'écriture, donc voilà, c'est l'écriture, écrire une petite review, donner mon analyse d'un film que j'ai vu, que ce soit au cinéma, que ce soit sur les plateformes. Que ce soit à la télé. Alors, par exemple, dimanche dernier, je voyais sur Guyane la Première, j'avais jamais vu le biopic sur Aretha Franklin. C'est passé sur dimanche. Et j'ai regardé tranquillement. Bon, j'ai trouvé que c'était extrêmement académique. Hein. C'était très scolaire. Mais c'est un joli film. C'est un joli film à regarder. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite... Bon, c'est le temps que je n'ai pas eu cette semaine, mais j'ai dit, je vais faire un petit truc sur ça. Mais je me suis dit, bon, j'attends de voir parce que, bon, j'ai aussi quelques petits rendez-vous télévisuels. Hein. Il y a des personnes qui aiment beaucoup regarder, par exemple, Miss France, hein, oui. tous les en décembre. Moi, dans la période de février-mars, j'aime beaucoup regarder les cérémonies. Ah. Donc, il y a quelques semaines, il y avait la cérémonie des Césars. Et là, dans la nuit du 10 au 11 mars, il y a la cérémonie des Oscars. D'accord. Donc, j'attends de regarder. Faut pas te déranger. Non, faut pas me déranger. Bon, après, c'est dans la nuit. C'est entre
Le seul souci, généralement, c'est que il y a école le lendemain. Oui. Et que, bon, le lendemain, je suis fatiguée parce que bon, après, on a de la chance en Guyane, c'est de 22h à 2h du matin. Ah, Donc, voilà, quand les gens sont en France, c'est vraiment, ça finit à 6h du matin. oui. Donc voilà. Donc, du coup, je me suis mis un petit peu en stand-by pour pouvoir regarder la cérémonie des Oscars et pour pouvoir après recommencer à débriefer quelques petits films. D'accord. Donc voilà, mais peut-être que ce week-end, je vais sortir sur mon statut un ou deux films que j'avais bien aimés. Mais tu vois, là, ça me fait penser je te pose une question au début, on te demandait est-ce que tu as déjà pensé à travailler dans le cinéma, quel que soit le métier. Mais là, en t'écoutant, en voyant ce que tu me dis, je te vois très bien Ouais. faire du cinéma ton métier aussi. Ou au moins un deuxième métier. Par exemple, tu aimes beaucoup écrire, tu aimes faire des reviews sur des films. Et ben, je te vois faire ça, soit sur France Guyane, soit sur un compte Instagram ou sur YouTube et sur un site. Mais je te vois vraiment faire ça. Et tu vois, là, j'avais besoin de quelqu'un d'ici qui me fasse une review du film de Tyler Perry. Là, je suis satisfaite. Là, j'ai vraiment, parce que toutes les reviews que j'ai vues, c'était sur Internet. Et donc, ça m'intéresse. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien te lire. Ben, écoute, à l'occasion, sur mon statut, il n'y a pas de souci. Malheureusement. Je veux le compte Instagram de maîtresse Ingrid. Oui. Cinéma Ingrid. Bon, le problème, c'est que je maîtrise pas encore bien Instagram. C'est-à-dire que je peux mettre des choses de manière très basique sur Instagram, mais je vois toujours de belles stories, de beaux trucs comme ça. Oui, je ne suis pas encore très forte. Moi aussi, je suis novice, mais ça s'apprend. Il y a des comptes spécialisés pour apprendre toutes les techniques de post sur Instagram. Ouais. Donc, c'est ça s'apprend, t'inquiète. Après, j'avoue que quelquefois, alors, l'été, les grandes vacances 2021, j'intervenais de temps en temps dans l'émission de Vanessa Sesto. D'accord. Donc, elle faisait une tranche horaire le matin et j'intervenais, on discutait cinéma ensemble. Elle a eu quelques années aussi une émission de cinéma le mercredi après-midi. Et d'ailleurs, des fois, je disais, mais peut-être que tu es un peu fatiguée de m'entendre intervenir. Parce que souvent, j'appelais pour donner mon avis sans qu'on me le demande sur un film que j'avais vu au cinéma. Bon, elle était toujours ravie d'avoir mon avis et on pouvait bien discuter cinéma. Donc, j'intervenais pas mal avec Vanessa Sesto. Et de temps en temps, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé, écouté depuis, mais il y a quelques mois, j'écoutais aussi régulièrement, il y avait une émission de cinéma sur Radio Pays qui s'appelle Ciné Chouette, le samedi soir. Et là aussi, je les saoulais un peu à appeler et à donner mon avis sur les films, voilà. Donc, du coup, là aussi, j'appelais de temps en temps et des fois, je gagnais un ticket de cinéma et j'ai un peu fait râler le monsieur parce que je venais pas les chercher, c'est-à-dire que je gagnais la place des cinémas, mais j'allais pas la chercher. Mais c'était toujours un plaisir pour moi d'appeler pour donner mon avis sur tel ou tel film. D'accord. Donc, c'est vraiment la passion. Donc, c'est vrai que j'arrive à en parler un peu à l'oral, mais j'avoue que l'écrit, je me sens plus à l'aise de tartiner, de dire des choses sur un film ou même sur un genre cinématographique, sur un réalisateur que j'aime bien, sur un procédé technique que je connais de mes petites connaissances. Comme je dis, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais voilà, j'arrive plus facilement à coucher sur le papier ma passion plutôt qu'à en parler. Bon, c'est paradoxal parce qu'on parle, mais voilà, c'est l'écriture qui jalonne cette passion-là. Mais justement, j'aimerais savoir, je suppose, qu'en étant autant passionné par le cinéma, il y a un moment où on se dit « Ah, mais j'aimerais bien écrire un film, non ?» Écrire une histoire, est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? Est-ce que tu as déjà essayé? Alors, la dernière fois, c'était sous forme de blague. Alors, c'était sous forme de blague, alors je m'explique. Dès le mois de novembre,
Il y a tous les films que qui s'appellent les Hallmark Productions, c'est-à-dire des films produits par un studio Hallmark qui fait les films de Noël. D'accord. Donc, des films de Noël dès la fin des vacances de Toussaint. TF1 et M6 mettent plein de films de Noël, un tel qui est citadine et qui n'arrive pas à trouver l'amour de sa vie et qui retourne dans son petit patelin et qui retrouve son ami d'enfance qui est veuf et puis voilà, sur fond de Noël. Et j'ai écrit l'ébauche d'une petite histoire qui s'appelait Yana Christmas. C'est vrai. Mais c'est sur le ton d'une blague. Alors, c'était l'histoire de Myrtha, qui est une célibataire endurcie, qui a bien réussi en termes professionnels, mais qui ne trouve pas l'amour. Et elle a une opportunité de travail dans l'Est guyanais. Et il s'avère qu'elle est originaire de Wanari. J'aime beaucoup Wanari, en fait. Et elle retourne à Wanari sur les pas de son enfance. Et elle retrouve un ancien camarade d'enfance qui est aussi un de son premier amour, qui est un veuf, qui est directeur d'école. Et je finis mon pitch par une interrogation. Est-ce qu'elle va plutôt se porter vers sa carrière ou est-ce qu'elle va se porter vers l'amour, etc. Mais j'adore cette histoire. Donc, j'ai appelé ça Yana Christmas, sur le ton d'une blague. Et puis, je l'ai encore mis sur mes statuts. Marvin, je vous invite à contacter Ingrid. Elle a une superbe histoire pour vous. Oh, oui. Mais c'est super, ça. Donc, voilà, je te l'enverrai. Je veux bien. Oui. Mais moi, j'aimerais bien voir le film. Ah. Donc, voilà, c'était vraiment sur le ton de la blague. Je prenais tous les schémas, tous les clichés de la romance de Noël. Oui. Parce que comme on en a plein pendant la période de Noël, j'ai repris ça. Donc, voilà. Et une question, je pense que j'ai l'impression de reposer encore la même question. C'est quand on a une telle passion, mais qu'on n'en fait pas son métier, est-ce qu'on est quand même satisfait? Est-ce qu'on peut garder une passion et ne pas en faire son activité principale? Si, parce que déjà, j'aime beaucoup mon métier de maîtresse d'école. Je l'aime beaucoup. Donc, oui. Après, je pense qu'on peut trouver des ponts, des liens. C'est-à-dire que moi, je suis formatrice. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de pouvoir me joindre à la formation d'école et cinéma. D'accord. D'école et cinéma et pouvoir donner de mes compétences pour aider à monter la formation école et cinéma. Donc, ça peut être un lien. Après, non, parce que la passion, c'est vraiment une passion, donc ce n'est pas une contrainte. Des fois, il y a des petits tunnels où pendant 2 mois, je ne vais pas au cinéma. Donc, j'évolue à mon propre rythme. Donc, alors que si je devais avoir une certaine régularité, alors pour le cinéma, je pense que non, je me ferais à cette régularité. Mais le fait de vivre sa passion comme on le sent, au rythme qu'on souhaite, non, j'avoue que je suis satisfaite. D'accord. J'avoue que je suis satisfaite. Qu'est-ce qui me manquerait un petit peu plus? Je me suis dit... Alors, je sais qu'il y avait, à un moment donné, il y avait un ciné-club 7e Crique à Remire-Montjoly. Je me suis dit, il faudrait que j'aille m'inscrire dans ce ciné-club-là pour voir un petit peu, pour discuter avec des gens qui partagent ma passion. Voilà, peut-être trouver un ou plusieurs ciné-clubs, pouvoir partager avec d'autres ma passion, mais bon, non, ça va. J'avoue que je me sens épanouie là, comme telle que je la vis, la passion. La passion, on peut l'intégrer dans sa vie autrement, et de différentes manières en tout cas. Ouais. Pourquoi je t'ai posé la question? Parce que j'ai toujours entendu, depuis que je suis toute petite, si tu as une passion, ça doit devenir ton métier. Oui. Et c'est comme ça que tu vas être heureuse. Oui. Si tu ne fais pas de ta passion ton métier, tu vas être malheureuse, tu vas choisir un travail comme ça et ça ne va jamais te satisfaire. Et ça fait plaisir de voir un autre exemple. C'est-à-dire que tu vis complètement ta passion, tu es épanouie dans cette passion-là,
en l'intégrant de part et d'autre, de différentes manières, à une autre passion que tu as, ton métier. Oui. Et je trouve ça très sain. Parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, tout le monde ne peut pas assouvir ses désirs. Et quand on a cette image que la passion doit être ton métier et qu'on n'y arrive pas, ça peut créer un effet inverse et une dépression, si je ne vais pas aller jusque-là. Oui, je comprends. Mais c'est très intéressant d'avoir ton exemple. Oui. Je trouve très beau d'avoir ton exemple parce que tu le vis vraiment bien. Ouais. Et je vois toujours les étincelles dans tes yeux là. Oui, non, mais c'est vrai que oui, ça continue. Ça continue, alors des fois de manière différente, hein, dans le sens où la manière dont je vivais la cinéphilie à 20 ans, à l'âge de 20 ans, ou même à l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé, n'est pas la même façon de la vivre à l'heure actuelle. Mais elle est toujours là. Elle est toujours animée, elle est toujours là. Et ça a été aussi une béquille lors de moments difficiles, c'est-à-dire lors de moments de moins bien, lors de moments de déprime ou de dépression. Ça a été vraiment un salut d'avoir... il y avait un réalisateur italien qui disait, Federico Fellini, qui disait « Rentrer dans une salle de cinéma, c'est un peu comme retourner dans le ventre de sa mère. C'est tellement on se sent bien. » Eh bien, quand il y a eu des moments difficiles, j'avais vraiment cette respiration-là, de pouvoir rentrer dans un cinéma et de pouvoir m'abandonner devant un grand écran. Donc, j'avoue que voilà, la passion m'a toujours animée. Et si tu pouvais résumer le cinéma, les émotions que te procure le cinéma, que dirais-tu? Alors, qu'est-ce que ça me procure? Alors, du bien-être, hein, de la satisfaction, des étincelles. Souvent, on a l'impression que quand on regarde beaucoup de films, on est blasé. Moi, je suis jamais blasée. Et je refuse d'être blasée. Je refuse de me dire « Ah oui, ça a été vu 36 000 fois, j'ai l'habitude de voir ce genre de film, etc. » Voilà. Non, je suis contente et j'assume d'avoir des fois un regard d'enfant sur certains films. La technicité de certains réalisateurs, je disais, de voir certains plans séquences, de voir des travelling, de voir mais mon Dieu, mais comment il a filmé ça, comment il a fait ça, de sortir un petit peu de l'histoire pour voir la technicité. Ça aussi j'aime bien. Et puis certains films qui interrogent, qui bousculent, certains films qui au-delà du simple divertissement, des films qui nous remettent en question. Ça aussi, c'est important. Donc voilà. Et sur l'image qu'on a un peu des cinéphiles, en tout cas pas des cinéphiles en général, mais quand on regarde un film, on se dit c'est une manière de s'évader. Est-ce que tu valides cela? Oui, tout à fait. Au départ, c'est une manière de s'évader. C'est une manière de s'ouvrir à plein de champs des possibles. Mais c'est pas que, c'est aussi une manière de réfléchir. C'est une manière aussi de réfléchir. C'est une manière aussi de sortir des fois de sa zone de confort, d'être un petit peu dérangé. C'est-à-dire, ça peut provoquer plein d'émotions en même temps. Au départ, oui, s'évader, je suis d'accord, mais d'autres émotions aussi qui font que, on est un petit peu remué. Mais d'ailleurs, justement, je dis, au-delà de ma propre cinéphilie, ma cinéphilie, elle est propre à Ingrid, mais je pense que à partir du moment où on aime regarder les films, et même si on aime regarder que des Marvel, on peut se considérer comme cinéphile. On peut se considérer, même si on aime regarder que les Fast and Furious qu'on a vus, les 10 Fast and Furious, qu'on est fan de ça, on peut se dire cinéphile.
Moi, je suis contre l'idée de se dire oui, parce qu'il faut avoir vu tel type de film, il faut avoir vu telle chose ou telle chose, il ne faut pas regarder tel genre de film, qu'on est cinéphile. Non. À partir du moment où on aime profondément le cinéma, on peut se considérer comme cinéphile. D'accord. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une question très importante qu'on doit te poser. Quelle est ta recommandation de film pour l'année 2024? Ah, pour l'année 2024. Pour ce début d'année 2024. Quel est le film qu'il ne faut absolument pas rater? Ah, alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Alors, moi, je suis très, très, très curieuse de voir un film. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas le rater. Hein. Ça peut être quelque chose de très intéressant, comme ça peut être quelque chose de très particulier. C'est The Book of Clarence, le livre de Clarence, qui, je pense, va être un film relativement dérangeant. Alors, je pense qu'il est déjà sorti aux États-Unis à la mi-janvier. C'est un film avec Omar Sy. C'est un film américain avec Lakeith Stanfield. Et ça se passe à l'époque de Jésus. D'accord. Et Lakeith Stanfield, qui est le héros, est une espèce de blue-blooter, de ce que j'ai compris, et qui essaye de reprendre toute la démarche miraculeuse et prophétique du Christ. Donc c'est très... Voilà, je pense qu'on se moque un petit peu de la religion, et je pense que ça doit un petit peu égratigner, parce que le casting est essentiellement un casting afro. D'accord. Et je suis très très curieuse de voir ce film-là qui va sortir en mars en France. Okay. Donc The Book of Clarence, le livre de Clarence. D'accord. C'est vrai que Lakeith Stanfield, il est assez abonné au film, au rôle bizarre. Oui. Au rôle particulier. Oui. Il était dans le film Get Out, c'est ça? Oui. Get Out. Il jouait un des servants qui tout d'un coup il courait vers le héros et au dernier moment, lorsqu'il a penché à 3 cm de son visage, il allait à droite. Et aussi, le dernier que je l'ai vu, c'était avec Idris Elba. C'était le film avec Idris Elba. C'est un western. Ah voilà. Oui, avec Regina King. Avec Regina King, oui. J'avais bien aimé. Là, par contre, il avait un rôle plutôt, si on peut dire entre guillemets, normal, mais il était assez emblématique. Oui. Ok. Et je l'avais vu aussi dans un film, toujours avec Daniel Kaluuya, celui qui avait joué dans Get Out. C'était Judas and the Black Messiah. C'était sur les Black Panthers. Ok. Et c'était un très très beau film. Hein. Très beau film. Bon, il jouait le Judas, le traître, hein, qui avait un petit peu, qui s'était allié avec la CIA pour un petit peu faire en sorte que le Black Panther Party puisse se déliter. Mais non, le rôle était très intéressant. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup pour cette recommandation. Maîtresse. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Elle me sort un peu de la tête, que je la retrouve. C'était justement une recommandation également de films à éviter. Est-ce que tu peux te permettre de dire quel film il faudrait éviter aujourd'hui? J'ai compris que le film de Tyler Perry, là, bon, on peut passer. Ouais. Oui, un autre? Un film à éviter... j'ai été très déçue par le film Argylle, qui passe en ce moment. Je pense qu'il est toujours à l'affiche à Agora. Quel est le pitch de ce film? Alors, ça commence un petit peu comme un film... c'est fait par le réalisateur de Kingsman. Donc, ça a l'air d'être un film d'action... un film d'espionnage et d'action. Ça commence comme un film classique d'espionnage. Et on se rend compte finalement que toute l'action provient d'une autrice à succès. Et que en fonction du changement de son histoire, ce changement arrive lors des différents événements au sein du film. Bon, je le raconte très mal là parce qu'à un moment donné, il y a un twist par rapport à ça. Mais ça a été quand même une belle déception parce qu'il y avait un beau casting.
mais le film n'était pas très, très, très top. Mais je pense peut-être pour se divertir, peut-être que les personnes vont aimer. D'accord. Donc voilà. Ok. Et ma dernière question, Bollywood ou Hollywood? Ah, les deux. Les deux. Mais au-delà de ça, mais c'est tous les cinémas. Oui. Tous les cinémas. Même le cinéma d'auteur français? Oui. Italien? Oui. Tous Anglais? les cinémas. Tous les cinémas, j'avoue qu'il faut pas... Il faut vraiment ouvrir son champ des possibles et ne pas se limiter à un seul type de cinéma, à une seule nationalité. Pourquoi? Parce que ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre le champ des possibles, ça permet de connaître des réalisateurs, ça permet de connaître des acteurs insoupçonnés. Alors, il y a un petit soft power en ce moment sur la Corée du Sud, donc il y a pas mal de gens qui apprécient le cinéma coréen, mais il y a des films de l'Afrique de l'Ouest qui sont très intéressants. Mais Nigérien? il y a aussi il y a les films nigérians aussi qui sont aimes? aussi. Oui, j'aime beaucoup, qui sont des films d'exploitation. Il y a le cinéma aussi de l'Ouganda aussi qui fait des films avec peu de moyens mais qui regorgent d'idées. Donc voilà, et puis il y a toutes sortes de films, Donc ne pas se limiter à Hollywood exclusivement. Oui. C'est parce que ça serait dommage. Alors c'est pas une contrainte, je dis on prend son plaisir comme on le souhaite, mais mieux vaut tout observer. Oui. D'accord. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion, Mary. Je te remercie beaucoup. Merci. Un mot pour les auditeurs pour terminer? Eh ben, allez au cinéma, regardez des films et profitez. Merci. Merci à toi.